Bonjour Laurence Benamou. Bonjour Steve. Et merci d'avoir accepté notre invitation cet après-midi dans le Grand Journal. Vous êtes journaliste à l'AFP, l'une des deux accréditées de l'agence à l'Élysée. Et depuis ce poste d'observation privilégié, c'est de ce poste que vous avez pu suivre l'exercice du pouvoir par Emmanuel Macron. Ça donne ce livre, Le solitaire du palais, paru aux éditions Robert Laffont, la chronique au jour le jour d'un quinquennat marqué par des petites crises ou moyennes crises comme l'affaire Benalla, mais aussi de grands tremblements avec le mouvement des Gilets jaunes et évidemment la pandémie de Covid-19. Laurence Benamou, que voit-on de là, du bureau du service de presse de l'Élysée, dont il vous a fallu défendre la pérennité, qu'on ne voit pas ailleurs ? Alors, juste pour rappeler un petit peu ce que c'est que l'AFP, parce que je suis pas sûre que tout le monde sache exactement quel est notre rôle. L'agence France Presse est un petit peu le journal des journaux. Nous écrivons des dépêches et nos clients, ce sont les médias. Donc, nos destinataires, ce sont tous les journaux, radios, télévisions, et auxquels nous donnons toutes les informations que nous avons en temps réel. Donc, l'agence, comme 3 autres agences internationales, nous sommes les seuls à disposer d'un bureau dans l'Élysée, dans une petite salle de presse, où nous avons accès 24 heures sur 24. Cette salle ne permet pas spécialement de regarder les allées et venues, c'est pas ça l'intérêt. L'intérêt, c'est que nous pouvons croiser plus souvent que d'autres des conseillers, de l'entourage, et puis nous pouvons aussi, en cas de crise, par exemple, en cas d'un attentat, quand Notre-Dame brûle, nous pouvons nous glisser dans le cortège, c'est-à-dire c'est cette cohorte de 15 voitures qui suivent le président quand il se déplace et arriver sur place en même temps que toutes les équipes présidentielles que nous suivons au jour le jour. Donc, qu'est-ce qu'on voit ? C'est pas tant ce qu'on voit que ce qu'on entend probablement, parce qu'on nous parle, nous parlons à des gens, et aussi c'est pas seulement l'intérieur de l'Élysée, c'est l'extérieur, puisque nous accompagnons le président dans tous ses déplacements. Il y a toujours quelqu'un de l'AFP, et s'il n'y a qu'un dernier journaliste, ce sera l'un de nous deux, moi-même ou mon binôme. Et vous vous battez parfois pour vos confrères, pour que d'autres confrères vous accompagnent et que ce ne soit pas l'Élysée qui choisisse, en tout cas au début du mandat, l'identité des journalistes. Bien sûr. Nous avons fini par avoir ce rôle clé, puisque justement Emmanuel Macron a souhaité qu'il y ait le moins de journalistes possible, très souvent, parce qu'il a horreur de meutes, disons, de journalistes autour de lui. Et il va resserrer le nombre de journalistes qui peuvent assister à ses déplacements ou à ses entretiens, etc., autour de ce qu'on appelle un pool, qui donnons les informations aux autres confrères qui, eux, doivent rester dans une salle éloignée ou n'ont pas du tout accès. Et ce rôle de pool, nous avons pour mission d'écrire en temps réel, généralement sur des boucles WhatsApp, les propos du président, des échanges, ce qu'il fait, on décrit, pour que tout le public puisse être informé. Ce qui est très marquant dans votre livre, Laurence Benamou, c'est la relation très tendue, parfois brutale, entre le nouveau pouvoir et les journalistes. Le président n'acceptera de donner une interview à la presse qu'après 6 mois de mandat. Un conseiller vous prévient d'ailleurs que vous allez en baver. Mais c'est surtout avec la responsable de la communication de l'Élysée, Sibeth Ndiaye, souvent cassante et agressive, hautaine parfois même, que les choses sont les plus compliquées. Est-ce que c'est ce rapport aux médias qui vous a le plus surprise dans cet exercice du pouvoir macronien ? Moi, je suis arrivée à l'Élysée, nommée accréditée le 14 mai 2017, le jour de l'investiture. Donc, je débarque dans ce lieu où je découvre les codes, ce gravier on ne peut pas marcher, cette forteresse militaire, gérée par un commandement militaire protégé de l'extérieur. Donc, une sensation d'enfermement. Et ce nouveau pouvoir, nous découvrons, parce que nous ne nous y attendions pas, qu'ils veulent aussi fermer à la presse, notamment en fermant la salle de presse, puisque 3 jours après l'investiture, on nous dit vous prenez vos affaires, vous partez, on ferme la salle. De plus, l'Élysée, à travers la responsable communication, Sibeth Ndiaye, nous annonce qu'ils veulent désormais choisir les journalistes qui les accompagnent, c'est-à-dire téléphoner eux-mêmes aux rédactions en demandant que ce soit un tel ou tel rubricard, tel spécialiste qui suit le président, pour éviter justement des gens comme nous, des généralistes, qui suivons le président tant à l'étranger que pour des déplacements nationaux et qui pouvons faire ce récit global d'une présidence. Parce que si vous segmentez les journalistes, il n'y a plus de récit global. Et par ce livre, c'est exactement ce que j'ai voulu faire, reconstituer ce puzzle fait de toutes petites séquences différentes pour retrouver un peu le récit, la cohérence et savoir ce que c'est que ce métier de président dans tous ses aspects, ces milliers de fils qu'il tient en même temps.
Est-ce qu'on peut parler d'un péché d'orgueil, d'un péché d'arrogance du président lorsque, par exemple, on explique que les journalistes ne sont pas capables de saisir la hauteur de vue de ces prises de position, ou quand Emmanuel Macron reprend vertement un journaliste lors d'un déplacement en Inde parce qu'il lui pose une question sur une visite privée du couple présidentiel au Taj Mahal? Disons que dès le départ, le credo d'Emmanuel Macron et encore plus de le petit groupe de trentenaires qui l'ont accompagné au pouvoir, dont Sibeth Ndiaye, mais pas seulement, c'est que il faut avoir un rapport direct aux Français et ne pas passer par les médias. Il y a une théorie de la désintermédiation qui dit bien ce que ça veut dire, c'est-à-dire passer par Twitter, par des vidéos sur Facebook, par YouTube. Emmanuel Macron devient le média. Il veut devenir le média, ou plus exactement l'interlocuteur direct des Français, parce que, pense-t-il, et comme il nous le dit effectivement, les questions des journalistes, selon lui, ne l'intéressent pas. Il veut les questions des Français, ça veut dire qu'il estime que nos questions ne sont pas légitimes et que finalement la presse n'est pas spécialement légitime. Il y a un côté abolir les privilèges qui seraient ceux de la presse. Et ça, c'est l'analyse du départ. Il va vite s'apercevoir qu'il n'y a pas tant de gens que ça qui regardent les réseaux sociaux, que les journalistes reflètent, généralement c'est leur boulot, les questions qui sont posées par les Français, puisqu'ils sont sur le terrain ailleurs, et il va y avoir une évolution peu à peu, qui se concrétisera à la fin par le départ finalement de Sibeth Ndiaye. Alors c'est un président qui échappe souvent à ses conseillers. On vous dit parfois lors d'une prise de parole publique que le président entre en zone rouge, comprenez, dans une zone incontrôlable, et puis il annonce parfois des décisions à la grande surprise de ses conseillers. C'est le cas notamment lors du dîner du CRIF de 2019. Racontez-nous, Laurence Benamou. Alors, généralement, Emmanuel Macron, et de plus en plus au cours du quinquennat, il a voulu s'affranchir de tous les conseillers qui pensaient finalement murmurer à son oreille. C'est pour ça que quand j'appelle ce livre Le solitaire du palais, c'est aussi une volonté d'être indépendant par rapport aux influences. Alors, il y a eu l'influence de ceux qui veulent en faire un président réformateur, un président cash, d'où les petites phrases qui le poussent finalement, qui aiment ce côté provocateur, presque disrupteur chez lui, ceux au contraire qui voudraient qu'il soit plus apaisé, et au milieu de toutes ces influences, de tous ces conseils, à la fin, il peut au dernier moment choisir selon son avis, son intuition, prendre son risque, contrairement à tout ce que les conseillers espéraient lui faire dire. Alors, le dîner du CRIF que je raconte dans le livre, peu avant, les conseillers me disent, il va annoncer des sanctions pour les actes d'antisémitisme, notamment sur les étrangers coupables de tels actes en leur retirant leur droit de séjour, et sur les Français coupables de tels actes en leur interdisant certains postes comme policiers ou enseignants. C'est ce qu'on me dit juste avant, c'est ce que croient certains conseillers de bonne foi. Et en fait, dans le discours, il ne le dit pas. Et c'est arrivé de nombreuses fois que des décisions en suspens, il décide un peu sur le moment de les prendre ou pas. Et finalement, il annonce autre chose. Il annonce qu'il veut intégrer la notion d'antisionisme dans la définition de l'antisémitisme. C'est tellement flou que les gens dans la salle applaudissent à tout rompre en pensant que c'est un changement juridique majeur. Et finalement, ce n'est qu'au bout de 30 minutes que le conseiller spécialisé religion, qui lui-même a dû prendre le temps de s'informer sur ce qu'il en était, vient nous voir dans une salle de presse où nous sommes à côté pour nous expliquer ce qu'il en est. Donc il surprend même son entourage technique, on va dire, puisque lui se focalise sur quelquefois des grands principes sans forcément tout de suite donner les détails techniques. Alors vous revenez également longuement dans ce livre passionnant sur la politique internationale d'Emmanuel Macron. Le président s'est entretenu ce matin avec Vladimir Poutine, alors que le risque d'une incursion russe en Ukraine est considéré comme crédible. Vous le soulignez, le chef d'État a essayé dès le début de son mandat de renouer le dialogue avec son homologue russe, en le recevant dès les premiers mois à Versailles, puis en se rendant à Saint-Pétersbourg. Une manière de prendre ses distances, là aussi, avec son prédécesseur François Hollande, mais aussi la volonté de parler toujours aux autocrates. Est-ce que cette stratégie d'Emmanuel Macron a payé avec Vladimir Poutine ?
Alors, vaste question, mais pour revenir un petit peu sur les tout débuts de sa volonté de dialoguer avec la Russie, son credo qu'il applique pour Vladimir Poutine, comme tous les autocrates auxquels il a pu s'adresser, c'est que la France parle à tout le monde. Ça, c'est le terme officiel pour expliquer que la France se veut médiateur. Et il a un côté réel politique, pragmatique. Si on ne leur parle pas, on peut pas dialoguer, on ne peut pas obtenir. Il croit beaucoup au fait d'établir des relations personnel. Et quand il commence à expliquer qu'il veut faire une main tendue, ce qu'il appelle un dialogue exigeant avec la Russie, donc avec Poutine directement, il le dit par exemple aux ambassadeurs, au corps diplomatique qu'il a réuni à l'Élysée, et en quelque sorte, il les engueule en leur disant « Attendez, c'est ma décision, il n'est pas question de ne pas l'appliquer. » C'est assez direct parce qu'il sait que ce n'est pas du tout l'opinion générale du corps diplomatique. Ensuite, il invite Vladimir Poutine, par exemple, à Brégançon. Il essaye un peu de l'associer au G7 qu'il organise à Biarritz, c'est pour ça qu'il le reçoit juste avant. Et il essaie toujours de maintenir ce dialogue. Quand il va dans les pays baltes, il s'aperçoit que les pays baltes n'ont pas du tout d'un bon œil ce dialogue avec la Russie. Et en général, au sein de l'Union européenne, il n'arrive pas, par exemple, à les convaincre de faire un sommet UE-Russie. Donc, il est un petit peu isolé, il est même isolé dans cette démarche. Et là, son coup de fil à Vladimir Poutine se passe après des échanges entre Russes et Américains sur l'Ukraine, se passe après une réunion avec les Russes, les Ukrainiens, les Allemands et les diplomates français, toujours sur l'Ukraine, pour essayer de compenser, de remettre l'Europe dans le jeu, mais aussi de garder ce lien personnel. Et malgré sa présidence de l'Europe, il tient au fait que la relation personnelle directe entre deux chefs d'État, en l'occurrence Vladimir Poutine, pourrait avoir un intérêt. Alors, sauf erreur, je crois qu'il y a eu quelques éléments de la part de Moscou où Vladimir Poutine s'est plaint de ne pas être assez écouté. On peut voir ça des deux côtés. On peut voir ça en disant on n'arrive pas à peser par rapport au dialogue russo-américain, ou mais regardez, on maintient des dialogues, c'est très important. Donc, conclusion à la fin. Il est trop tôt sûrement pour en juger. Merci beaucoup, Laurence Benamou. Je rappelle le titre de votre livre passionnant, Le solitaire du palais, le livre du quinquennat Macron. C'est paru aux éditions Robert Laffont. On peut retrouver cet entretien, évidemment, en podcast sur radioj.fr et en vidéo sur notre page YouTube. Merci et à très bientôt sur Radio J. Merci beaucoup.